On est à peu près 500, peut-être un petit peu plus d'ici à demain, je pense, sans doute. Voilà, et c'est vraiment toujours aussi plaisant parce que c'est un stage qui réunit des gens de tous les pays, donc 10 pays différents. Et c'est un événement important pour notre fédération, je pense pour le CRAV en général, parce que les profs se retrouvent entre eux. Les élèves font la connaissance d'autres élèves dans d'autres régions de France et d'ailleurs. Ça parle plusieurs langues, essentiellement le français et l'anglais, parce que naturellement les Polonais ou les Finlandais ils vont parler anglais entre eux. Mais bon, c'est une période de rencontre entre tous ces gens-là et c'est un plaisir pour moi naturellement. Hop, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et 3. Tout le mouvement, bougez pas. 1, 2 et 3. Prêt? Hop. Hop. Encore. Tire-moi. Encore. Lorsque je me déplace, que ce soit en avant, sur les côtés ou en arrière, il faut toujours que j'ai la bonne position. Si je me déplace en arrière, je peux parfaitement donner une gauche en même temps. Je rappelle au passage qu'il n'y a pas de très bons combattants sans bonne gauche si on est droitier, la jambe gauche en avant, ou sans bonne droite si on est gaucher, la jambe droite en avant. Juste, on se rappelle, puisque ta question c'était est-ce qu'on crochette en haut ou en bas. Donc si moi je suis comme ceci, en position un petit peu de lutteur, je vais, si c'est possible, plutôt crocheter vers le bas. Mais je vous rappelle que, j'en avais déjà parlé hier, c'est surtout vers là où il n'y a pas d'appui que je vais. Et là, il y va tout seul. Je vais dans la direction où il n'y a pas d'appui. Je me sers souvent de cet exemple. Parce que là, il n'y a besoin de rien faire que de l'écraser au sol dans la direction où il n'y a rien. Si je vais là-bas, naturellement, il va pouvoir résister. Mais là, il y va. Et vous pouvez le faire entre vous pour le ressentir, comment c'est facile de résister un petit peu. Emmenez-le là où il n'y a rien. Et vous verrez qu'en l'écrasant, même ça, il ne peut plus faire. Merci. Allez-y, quelques instants. Bon, c'est une bonne question puisque les gens se la posent quasiment tout de suite. En fait, pour avoir un bon niveau, tout dépend de l'agresseur. Si j'ai en face, quelqu'un qui est âgé, qui a plein de rhumatisme et qui n'a pas une bonne condition physique, si c'est 3 petites dames âgées de 75 ans, elles peuvent être 3, 4 ou 5 parfois, et je vais m'en sortir bien. Si par contre j'ai un seul gars de 90 kg de muscle, 1,90 m, décathlonien niveau olympique, qui n'a jamais rien pratiqué, là peut-être que déjà s'il est tout seul, ça ne va pas être facile. Donc on ne peut pas répondre vraiment à cette question, si ce n'est que je peux dire que lorsque je vois un débutant complet arriver à mon cours, à la fin de la première saison, c'est-à-dire au bout de 9 ou 10 mois de pratique,
Il a déjà un bon niveau. Alors, viens s'il te plaît. Mets-toi par exemple comme ceci. Voilà. Moi, je veux... bouge pas. Bouge pas. Je veux sentir ce coup-là. Alors, je tape pas trop fort parce que ça fait très mal, mais je dois sentir que je pourrais taper fort. Un choc, mais un choc sans plus. Bam, par ici. L'autre bras un petit peu. Voilà. D'ici, je fais boum, boum. Et si lui se dit, tiens, c'est par rapport où j'ai un peu mal à l'épaule, où j'ai des courbatures, quoi que ce soit, c'est lui qui va vous orienter, pas trop, ni trop peu. Je donne mon coup de coude par ici, s'il te plaît. Il est un petit peu baissé, boum, je fais un coup de coude, uppercut. Bam. Mais ça peut être aussi, ça va, je peux toucher un peu, pas fort. Ici, boum, celui-là, boum, c'est le même, sauf qu'il est horizontal. 1, 2, 3, 4. Je vais toucher très léger et de plus en plus, mais jamais trop. Et encore une fois, c'est toi qui me diras, tiens là, tranquille et ça. Derrière, c'est le même, horizontal. Boum, boum. Et là, je vois bien si j'ai mis le corps ou pas. On tape pas sur la colonne naturellement. On se dit, tiens, ça peut être dangereux. 1, 2. Et là, je touche à peine, mais je touche un tout petit peu. Merci. Ça nous permet de sentir un peu comment ça va se passer quand il y aura le vrai choc. Et on peut sentir aussi que ça peut monter si on... Là, il faut se durcir au moment du choc parce que les cervicales peuvent en prendre un coup. Il faut qu'à un moment donné, vous bétonniez, vous, au moment du choc. Ça va? Allez, quelques instants, s'il vous plaît. C'est parti. Il y a des années, j'ai eu un élève de 15 ans qui n'avait pas tellement envie de pratiquer le Krav Maga, mais son père l'avait obligé. Il lui avait dit non, ça sera ça, si tu vas avoir, je sais pas, ta mobilette ou ton scooter. Et le gars, il est venu contraint et forcé. Il a appris une technique contre un couteau en 10 minutes, mais à contre-cœur. Et la semaine d'après, il s'est fait attaquer avec un poinçon dans le métro. C'était à Créteil, donc pour qu'on lui vole son blouson. Il a fait la parade, le compte simultané. La mauvaise nouvelle, c'est que l'agresseur est tombé sur la rame de métro et que le métro est arrivé. Donc ça a fait beaucoup de bruit parce que malheureusement, cet agresseur est mort. Mais peut-être que ça serait mon petit élève qui serait mort si ça n'était pas arrivé, s'il n'avait pas appris à se défendre en 10 minutes malgré lui. Donc là, il a appris un mouvement qu'il a restitué par réflexe et il a sauvé sa vie. Voilà un exemple qui peut nous faire comprendre que ça peut très vite aller. Après, dans une situation de combat, c'est différent. On se rend compte, plus on avance, et dans tous les sports de combat et arts martiaux, plus on avance, plus on a conscience de ses lacunes et du fait qu'il faut progresser. C'est ce qui est intéressant aussi. Même s'il faut quand même de la force, parce que c'est toujours bien, on va essayer de travailler en mettant le moins possible. C'est-à-dire, lorsque je vais comme ça, déjà, si je veux moi, quand on a tous c'est du Krav Maga, c'est pas du judo quand même. On se sert du judo dans le Krav. Ici, c'est bam. Là, c'est quasiment le chaos. Après, le reste, c'est des fois inutile. Ici, hein, n'est-ce pas? Je confirme. Voilà. Ensuite, moi, je vais entre ses pieds. Je n'écarte pas les jambes, ici. Et ensuite, je descends en dessous. Qu'est-ce qui se passe quand je descends en dessous? Il est déjà, si moi je l'amène à moi, il est déjà par-dessus moi. Donc plutôt que de faire ça, où je le charge vraiment sur moi, d'ici, bam, je vais l'enrouler plutôt. C'est-à-dire que arriver là, bam, arriver là, si je passe sous son centre de gravité, même s'il est très petit, il faut passer dessous. D'ici, je n'ai qu'à baisser la tête et lever les fesses. Pas très classe, hein, mais dans le mouvement, c'est classe. Il n'y a pas un risque sur toi Ah bah si, le risque de tomber. Ouais. Mais bien sûr, dans les compétitions de judo, 95%, 99% des judokas tombent avec. Mais nous, on va tomber dessus. Donc c'est encore mieux.
Après, plutôt que de chercher à faire des passes au sol, des déplacements et tout, on tombe dessous, paf, un doigt dans l'œil, boum, les parties génitales, il lève la tête, boum, un coup avec le front sur le nez, on ne va pas s'embarrasser. Hein. Si le gars est bon au sol et pas nous, ben, il va comprendre qu'on fait autre chose que du sol. D'ici, je passe dessous. Et là, il passe lui comme une fusée. Ça va? C'est ça. Merci. Donc dessous, la tête ici, on charge pas, on lève les fesses, boum, et on baisse la tête. N'oubliez pas de baisser la tête parce que c'est ce qui va l'amener à vitesse grand V sans que vous fassiez d'effort. Même s'il est très très lourd, je parle pour les filles qui auront des comacs là maintenant, ils sont tous élevés au grain, là c'est infernal. Allez-y. Bah, c'est simple, le Krav Maga FEKM, c'est le Krav Maga. Après, c'est-à-dire que moi j'ai eu, c'est dommage vraiment, je regrette beaucoup que mes élèves parmi les anciens et parmi les nouveaux n'aient pas eu la chance extraordinaire que j'ai eue de connaître Rimi quand j'étais très jeune, de le fréquenter pendant 24 ans. Lorsque j'étais en France, j'allais régulièrement en Israël. Je suis né en Israël, mais je suis venu en France quand j'étais très jeune avec mes parents et je suis retourné à 16 ans. Je l'ai rencontré à 17 ans et demi quand j'étais à l'armée et après l'armée, je l'ai côtoyé jusqu'à sa mort en 1998. Et donc j'en ai parlé récemment et j'en ai parlé plusieurs fois, mais ça a été un privilège extraordinaire de rencontrer cet homme. Tant pour ce qu'il m'a apporté au niveau de la connaissance du Krav Maga que de le fréquenter humainement. Moi je dis que le Krav Maga il a évolué. Il a évolué aussi avec la Fédération européenne. Mais peut-être la différence avec notre fédération, c'est que moi qui dirige cette fédération, qui a aussi cette chance-là, j'ai très vite compris que je n'avais pas le talent et le génie d'Imi pour faire une technique aussi claire et cohérente. Et donc je suis toujours resté dans ces traces. Après, on a bénéficié, puisque j'ai fait des sports de combat pied-point et qu'il y a un peu de compétition, on a bénéficié de ces apports, on bénéficie du sol, mais toujours en restant self-défense, donc en éliminant tout ce qui n'est pas intéressant et qui fait partie des règles de compétition, règles qui sont tout à fait claires et bonnes, mais qui ne nous intéressent pas dans le cadre de la self-défense. Donc à partir de là, et bien qu'on ait évolué, on a gardé ces principes géniaux qui ont fait du Krav Maga ce qu'il est et ses particularités. Alors le Haganah, ça n'a jamais existé. En français, ça veut dire défense, Haganah. Mais le Krav Maga, c'est Shitat Haganah, c'est-à-dire Krav Maga, c'est un système de défense. Le Kapap, c'est un système qui n'a jamais existé en tant que soi. Kapap, ça veut dire Krav Panim El Panim, c'est une abréviation. Krav Panim El Panim, c'est-à-dire combat face à face. Le Krav Maga, c'était un Kapap au départ. C'est-à-dire que dans les forces de la Haganah qui ont précédé l'armée israélienne, dans ces forces-là, il y avait dans un groupe de la Haganah, il y avait un gars qui était prof de judo, il a enseigné le judo, l'autre qui était prof de lutte, l'autre qui était dans un autre groupe, prof de boxe anglaise. Chacun enseignait sa méthode. Il y avait peut-être une méthode un petit peu plus, élaborée qui venait du bâton indien et de la canne française, donc sur lequel ils sont un petit peu plus appesantis. Mais sinon, le reste, c'était le Kapap, c'était bon, allez, on apprend à se défendre, point. Et puis Imi est venu, il a mis de l'ordre dans tout ça et il a créé le Krav Maga que tout le monde s'arrache aujourd'hui. Après, bon, on refait, moi avant les années 2000, j'avais jamais entendu parler du Kapap autre qu'un système de self-défense. Voilà, j'apprends à me défendre, c'est tout. Et après, on essaie d'en faire un système particulier, mais en fait, non. Et tous ces gens-là qui sont venus avec ces systèmes-là, moi je ne les ai jamais connus. À l'époque, lorsque j'étais en Israël, lorsque je suis revenu en Israël, de 1973 à 1980, j'avais jamais entendu parler ni de Haganah, ni Kapap, oui, puisque c'était la forme primitive non élaborée et non construite. Mais j'avais jamais entendu parler de tous ces systèmes qui sont venus après avec une volonté de marketing. Soit je suis en déplacement déjà, c'est-à-dire je suis bon, et là c'est très possible parce que je suis déjà dans le mouvement. Soit si je ne suis pas dans le mouvement, je ne vais pas arriver, je vais pas arriver à faire ça, je vais y arriver que parce que lui il est gentil avec moi, il ne va pas vite. Sinon, jamais
son pied ira moins vite que tout mon corps. Sauf, encore une fois, si je suis dans une phase où je suis vraiment pam, 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 en déplacement. Là, c'est possible que ça tombe bien. Sinon, déplacer tout ça par rapport au coup de pied d'un gars bien entraîné, pas trop vieux et tout ça. T'es vieux un peu maintenant. Ça, c'est impossible. Il se peut aussi quand même que ce soit possible s'il est plus fatigué que vous dans le combat. Le combat a duré 30 secondes. 30 secondes, c'est n'importe quelle condition physique, s'il ne gère pas, il est crevé. Je vous dis ça pour les combats dans le futur, à réfléchir. Donc, ce qui veut dire que si moi j'ai aucune chance de l'éviter comme ça, il va falloir que je fasse autrement. Tu m'attaques sur moi. Voilà. Il va falloir que je compte sur mon bras. C'est mon bras qui va me permettre. Et en fait, c'est tout doucement, c'est le bras qui commence. Aider et dans le mouvement, je fais mon déplacement. Mais si je fais, vas-y, ça et ça peut marcher qu'à cette vitesse-là. C'est clair? Bouge pas. Ici, je fais. Boum. Là, je donne mon coup. Impossible de. Boum. Si je vais même pas plus vite que ça, c'est très difficile déjà de se désaxer alors qu'on est statique. C'est le bras. Le bras, lui, il ira vite parce qu'il est court. On y va. Et après, si je veux amortir le choc, tout doucement, je fais. En fait, je fais ça. Moi, je fais un choc. Et je vais glisser après. Pam. Et après, éventuellement, je glisse. Pour que le choc soit moins grand et la glissade soit meilleure, je vais m'aider en me décalant. On y va. Pam. Et là, oui. Et là, je suis vraiment placé dans toutes les suites possibles. Ça va? Après, on va se méfier parce que quand il frappe là comme ça, il peut frapper en bas, mais il peut frapper en haut s'il frappe en haut. Il faut vraiment que j'ai là. Moi, je suis ouvert. Hein. Si je fais ça, je ne me dis pas que c'est là que ça va arriver. Je peux faire le mouvement et ça vient en haut. Je me dis, attention, ça peut venir en haut. En bas ou en haut, non pas. Après, des fois, c'est croisé qu'on arrive à faire le mouvement et c'est très bien aussi. Merci. Mon pied sur le côté, je ne suis pas comme ça, hein, parce que s'il tire en arrière, je tombe. Je suis vraiment naturellement fort sur le... Parce que comme ça, j'ai le contrôle. Tu peux tirer en arrière la main. Voilà. Je l'ai en plus. Oh, tire. Voilà. Et si jamais il cède de l'autre main, moi je vais mettre de l'autre main aussi. Et à ce moment-là, on verra qui a raison. Alors, arrivé ici, pam. Vous voyez, quand je suis ici, je peux donner vraiment toute l'ampleur de toutes mes possibilités de frappe. Bam, 1. Ensuite, bien sûr, après le reste, c'était bien. 1. Alors, on a deux choix, on vous l'a dit sans doute, ou peut-être qu'on n'a pas eu le temps encore. Soit je casse. C'est pour ça qu'il faut avoir le doigt dedans, parce que vous devez pouvoir expérimenter le mouvement. Je casse, je reviens, je sors. Ou alors, j'ai frappé, je frappe 50 fois. Et je sors directement dans l'alignement. Je n'ai pas besoin de lui casser le doigt, ça ne sert à rien. C'est un petit plus. C'est la petite cerise sur le gâteau si je veux lui casser le doigt. Ça va? Donc on se rappelle la position, arriver à l'extérieur pour pouvoir engager vraiment. Merci. Je suis agent de sécurité à la base, mais aussi formateur. Et je m'implique vraiment beaucoup dans tous les aspects de la sécurité personnelle. Parce que comment former quelqu'un en sécurité des biens et des personnes si personnellement déjà on n'a aucune notion? C'est un gros problème de la sécurité en France à l'heure actuelle. Maintenant, si on fait le rapport avec le Krav Maga, ça s'y rattache aussi, puisque moi j'ai choisi personnellement de rejoindre Richard Douyeb il y a bientôt 7 ans. Pourquoi? Parce qu'en termes de pragmatisme, en termes d'adaptation à des situations réelles, on ne fait pas mieux, je pense, à l'heure actuelle de par mon expérience, que le Krav Maga.
Alors pourquoi avoir rejoint aussi la FEKM? Pourquoi être aujourd'hui à ce stage d'hiver où il y a plus de 400 personnes aujourd'hui, plus de 400 personnes hier, beaucoup de monde? C'est un gage de sérieux, ça fait beaucoup de temps qu'on travaille à l'élaboration d'une fédération avec une base solide, avec des commissions pour chaque chose qui sont assez particulières dans chaque fédération, c'est-à-dire le public difficile, les femmes, les enfants, commission des DAN, commission de santé, etc. Donc là, on est en train de se dire qu'on arrive vraiment au sommet. C'est vraiment ce qu'on visait parce que là, on n'a jamais vu autant de monde à un stage. Vous avez pu voir qu'il y a différents groupes. On part vraiment du débutant aux gens qu'on commence, entre guillemets, humblement à parler d'experts, 4e, 5e Darga. Et c'est toujours un plaisir pour nous de venir ici parce que non seulement on a l'expérience de Richard, qui a quand même été formateur du GIGN, quelqu'un qui se remet sans arrêt en question, qui nous donne le meilleur de son expérience. Nous, on lui retourne aussi le meilleur de notre expérience. Il y a un gros échange. Vous avez vu, on a tous les pays européens qui sont présents. Et c'est vraiment une grosse fête de la FEKM. Chaque hiver, on prend vraiment un gros plaisir et à rencontrer les amis et aussi à s'entraîner, à progresser et tout ça est dans le même sens. Voilà, fais des mouvements, c'est bien, il n'y a rien à dire. Fais des mouvements plus courts. Plus courts. Je rentre dedans, donc là je raccourcis. Ça c'est quand je suis à une bonne distance. On y va. Ici c'est pam, encore. Pam. Tu vois, mes mouvements sont très courts. Du coup, ça fait, c'est plus net et ça arrive plus vite parce que c'est plus court. D'accord. Voilà. Donc on ralentit, ça fait 1, pam, pam. Tu vois, je me suis repositionné déjà. Parce que moi, mon but, 1, 2, 3, 4, 5, c'est de me positionner sur lui. Pam, pam, pam. Et tout est plus facile. Sinon, c'est un détail parce que c'est très bien déjà. Merci. Bonjour, je m'appelle Michael Obadia, je suis instructeur de Krav Maga, 5e Darga. Je suis un élève de Richard Douyeb depuis 1994 quand j'ai commencé la discipline. Et chaque année, je viens épauler Richard pour le stage international d'hiver. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là et je gère le groupe 1er, 2e Darga. Alors, le stage d'hiver, je le fais depuis pratiquement le début, c'est-à-dire depuis au moins 10-15 ans, je n'ai pas compté les années, mais je le faisais en tant que pratiquant pendant des années. Et depuis quelques années, l'affluence de ce stage fait que Richard a besoin d'être assisté, d'être aidé pour faire des groupes, parce qu'on est plus de 400 aujourd'hui. Donc depuis 3 ans, moi je suis un des instructeurs et je gère un groupe. Mais bon, bien sûr, quand je gère un groupe, je ne peux pas m'entraîner ni travailler. Mais jusqu'à présent, c'est ce que je faisais. Je continuais à profiter de l'enseignement de Richard. Alors le programme du 1er, 2e Darga est assez similaire avec, si on résume, les emmener au sol sont beaucoup plus travaillés dans le 2e Darga. Dans le 1er et 2e Darga, on travaille beaucoup les parades contre, parades défense contre, typique self-défense, c'est-à-dire qu'on ne recule pas, on décide d'aller jusqu'au bout de l'action. 3-4 coups amenés au sol et on travaille beaucoup les déséquilibres, les amener au sol selon la position de notre partenaire. S'il est un petit peu vers l'avant, on l'amène sur le déséquilibre, vers l'arrière. Pareil avec des techniques de projection et d'amener au sol. On essaye dans cette technique de ne pas aller au sol avec lui. Sinon on travaille aussi toutes les défenses contre bâton, couteau, dans tous les angles. Il y a aussi les défenses contre menaces, pistolet, pareil dans tous les angles. Il y a un travail approfondi quand même sur les bâtons, type batte de baseball ou bâton court, sur des défenses à des distances et à des angles différents. Le plus, il n'y a jamais une vraie garantie que ça se passe comme ça, mais en général, si le pratiquant arrive là au niveau de la ceinture noire, il a déjà fait un certain nombre de combats durs. Et pour nous, c'est le combat qui est l'ultime test pour tester le courage, parce que c'est du courage aller jusqu'au bout. Bon, néanmoins, dans une self-défense, parfois, c'est un mouvement très court. Si par exemple on est étranglé par l'arrière, on n'a pas le temps de stresser, c'est des automatismes qui sortent.
Donc il y a beaucoup de mouvements de self-défense, on n'a pas encore le temps de stresser, mais par contre, on n'est pas obligé non plus de rester tout de suite. C'est-à-dire que si on se fait agresser, je prends l'exemple sur le côté, on fait une technique, on a touché plus ou moins bien, on peut partir. Hein, on peut partir, c'est pas honteux, ça dépend de la circonstance. On peut aussi continuer. Et là, on travaille en fait beaucoup la self et les suites, notamment dans le deuxième darga. On travaille beaucoup les dégagements d'étranglement, différentes saisies, avec 2-3 coups et une amenée au sol, dans l'optique de rester suite à la défense. Raise your hands, in guard. Okay, jabs. Again. Raise your hands. Allez, mettez gauche. Esquive gauche. Esquive. En garde. Bouge en garde. Regarde. Et bouge. Voilà. On appuie. Garde up. In garde. Kicks. Tourne autour de lui, je laisse pas faire. Ça va? Et tourne autour de lui, je laisse pas faire. Again. Raise your hands. Again. Continue. Go on. Stop. Breathe. Okay, in guard. Go. Raise your hands. Hey, punch him. In guard. Move around him. Move. In guard. Yeah. 5 seconds. Again. Go on. In guard. Retourne pas en garde. Reste en garde. Continue un petit peu encore. Dans 2 secondes. Allez, courage. Allez. Ok, stop. Good. Après, t'as manqué un petit peu de cardio. Les combats durs sont importants pour la raison que si on ne fait que de la self-défense, on va s'éloigner de la réalité parce qu'on ne sera pas dans la réalité du combat. Et s'éloigner de la réalité, ça veut dire qu'on peut, comme je l'ai déjà vu faire à droite ou à gauche, commencer à inventer des techniques jusqu'à l'absurde. Quelqu'un qui fait de la self-défense et qui ne fait jamais de combat, il peut enseigner de la self-défense sans faire de combat, il n'aura pas appris à recevoir les coups, il n'aura pas appris à s'en défendre, il n'aura pas appris à aiguiser sa vision, non pas sa vue mais sa vision des coups qui viennent sur lui, ses réactions, sa coordination qui va suivre, esquive et défense contre, esquive et contre en enchaînement. Il n'aura pas appris à gérer ses émotions et il n'aura pas appris à gérer non plus sa dépense d'énergie avec ses émotions. On sait très bien qu'en 2 minutes, un combat peut nous amener à l'épuisement total. Mais l'entraînement au combat et la préparation psychologique va permettre parfois de durer beaucoup plus longtemps. Et on le voit chez tous les combattants éprouvés de toutes les techniques, kickboxing, boxe thaï, MMA, ils peuvent durer très très longtemps parce qu'ils ont une excellente condition physique et aussi parce qu'ils savent gérer leurs dépenses d'énergie. Ok, top. Allez, restez en garde les gars, on travaille. Vite. Stop. En fait, le stress, on va dire le courage, parce que le stress c'est ça n'est que ça. Il y a différentes manières. Alors moi j'ai vu des manières de travailler ça, c'est tu prends un grand coup dans la tête
Et puis après, ça t'apprend le métier. Tu te casses à moitié les tibias, tu te renforces le tibia. Bref, tous les sports de combat, de compétition ont compris que ce n'était pas la bonne manière. Et tous les sports de combat sérieux ont changé leur fusil d'épaule à ce niveau-là. Et on est arrivé au niveau extraordinaire qu'on voit aujourd'hui en kickboxing, en boxe thaï, en MMA pour certaines organisations. Et donc, ce qu'on a compris en fait, c'est l'essentiel, c'est-à-dire que naturellement, nous on est nés pour s'adapter. Mais donc on va nous soumettre à une peur, un stress raisonné, c'est-à-dire un stress qu'on va être capable de surmonter. À partir du moment où on aura été capable de surmonter le stress, on va être armé pour surmonter un stress plus grand. Et progressivement comme ça, c'est pour ça que le combat souple c'est intéressant. C'est pour ça qu'à un moment donné, à force de faire des combats souples, on durcit un petit peu parce qu'on a le stress du combat dur de la ceinture verte, puis de la bleue, puis de la marron, puis de la noire, puis des dargotes qui viennent derrière. Parce qu'à chaque fois, on franchit une étape et à chaque fois, on est prêt pour l'étape supérieure. Le stress, la peur, c'est comme la mémoire ou les muscles, ça se travaille. Et petit à petit, on s'endurcit de toutes les manières avec le corps, avec le mental. Et pour prendre l'exemple contraire, est-ce qu'un boxeur, on voit un boxeur par exemple qui est le roi incontesté de sa discipline, qui gagne presque tout par KO, qui survole tout. Il a une telle assurance, il est au maximum de ses capacités. Bien souvent, il arrive à un moment donné où il trouve un meilleur que lui, donc c'était pas un bon jour, paf, KO. Est-ce qu'il est meilleur après? Est-ce que quand ce boxeur est tombé KO, est-ce qu'il est meilleur après? La réponse est non. Souvent, après, c'est plus le même. Il survole plus son monde comme il le survolait jusqu'à maintenant. Alors, ça ne veut pas dire si on n'a pas pris un KO, ça peut arriver malheureusement dans un combat dur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se reconstruire, mais il y a une petite reconstruction. Remise en question, qu'est-ce que je fais? Si on revient, c'est que là vraiment, enfin moi, chapeau. Déjà chapeau pour les gens, je l'ai fait ce parcours. J'ai fait les combats depuis 42 ans, je sais ce que c'est maintenant. Heureusement, je suis libéré de ça parce que je vais pas faire des combats durs jusqu'à 70 ans. Mais je sais combien c'est dur. Et je sais aussi en compétition pied-point que j'ai fait combien c'est dur. Donc moi déjà, je tire ma révérence à ceux qui ont le cran d'affronter ce combat dur depuis la verte et puis l'autre. Et puis ensuite. Voilà, donc ça, en fait, on ne peut pas, nous, arriver à un bon niveau de mental, on ne peut pas arriver à développer un courage véritable si on ne passe pas par des épreuves qui vont nous permettre d'arriver au niveau de capacité de courage supérieur. Voilà, pour reprendre l'exemple contraire, que moi je n'apprécie pas, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut être agressif. L'agressivité, c'est un... J'aurais des exemples, je ne vais pas les donner mais je me suis déjà retrouvé confronté à des gens qui étaient très agressifs. À la première claque, ils étaient plus agressifs du tout. Ils n'étaient plus agressifs tout simplement parce qu'ils étaient eux-mêmes surpris de voir qu'ils avaient été secoués psychologiquement. Jusqu'au moment de la première claque, ils se disaient « moi je suis fort ». C'était factice. Je me donne l'illusion d'être fort et je me donne l'illusion du courage. Il n'y a rien qui remplace le vrai courage, ce n'est pas possible. L'agressivité, elle existe dans un combat de compétition, dans un combat pour la survie, mais elle doit être tactique. C'est-à-dire que si vous voyez dans un combat, ah ce combattant est très agressif. Non, il n'est pas vraiment agressif. Il est agressif dans son combat, mais lui, dans ses émotions, il est neutre. Il s'applique et il fait ce qu'il faut pour être au meilleur de ses capacités. Ça veut dire qu'il a mis ses émotions de côté. La peur, il a réussi à la mettre de côté. Et du coup, la colère, la haine, l'esprit de vengeance, etc. Il est dans le meilleur esprit pour faire son combat le mieux possible. Et du coup, il va se retrouver dans une situation psychologique d'apaisement. C'est-à-dire le combat pacifie l'intellect. Il se trouve qu'il y a des boxeurs qui ont tourné mal après leur carrière. Donc on va se dire, mais non, ils étaient agressifs. En fait, c'était des gens qui avaient un background très chargé, qui avaient une enfance très très difficile, très traumatisante sans doute, et pas encadrés suffisamment. Le temps de leur compétition, ils sont encadrés, mais leur passif était tellement lourd que parfois ils ont cédé à leurs vieux démons. Mais en fait, les combats, les compétitions les ont bonifiés.
Et sans doute beaucoup d'entre eux ont retrouvé le droit chemin grâce à ça. Certains malheureusement, pour certains c'était trop difficile malgré l'époque de compétition, de contraintes, de discipline, de neutralité des émotions, etc. Alors, on revient là-dessus. Il y a 2 coups normalement à faire, mais j'en ai fait qu'un. Là, je le montre pas trop. Ça, c'est très méchant, on le sait bien. Tu le sens? Ouais. Et puis ça, puisque je suis là dans le mouvement, je peux parfaitement l'emmener au sol, boum, directement. Parce que la logique me le permet. Tout ce que tu veux. Je refuse qu'il aille sur le côté. Il veut aller sur le côté, ben non, c'est papa qui commande. Alors, là, si je suis le strict programme, vas-y, pam pam. Et c'est très bien. Ou alors je roule, ce que je ne vais pas faire ici, mais par égard au matériel qui ne m'appartient pas. Mais si jamais, vas-y, c'est impeccable ça. Parce que tout simplement, si j'ai rentré la tête dans mes épaules à temps, ça va sortir. Autant ne pas s'en priver. Après des coups derrière, c'est possible. Puis après, alors, j'ai fait, on y va. 1, 2, 3, pam, par exemple, si la tête est à côté. Naturellement, ici, non. Si là, c'est moi qui vais souffrir plus que lui. Là, j'ai vu que je pouvais le ramener. L'idée, c'est que je ne fais pas d'efforts. Si je fais des efforts, je ne vais pas. Si je vois que la tête est vraiment bien, on y va. 1, 2, 3. Merci. Et là, il est vraiment trop vers l'avant. Trop vers l'avant. Je ne vais pas le ramener, moi, en arrière. Je vais peut-être m'arranger pour plutôt qu'il aille vers l'avant. Ça va? Autre chose. Là, j'avais la... On peut aussi faire ça pour changer. Je m'aide avec la jambe, je ne sors pas la hanche. En plus, c'est mieux pour le matériel. Ça, j'ai fait. Là, maintenant, c'est pas vraiment une technique. Je reviens. Mais si, ici, de nouveau, pam, 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 il est vraiment bas, lève la tête. Ok. Moi, je peux le baisser. Bien. Je peux le baisser comme je ferais en vrai. Et là, en étant tout tassé, c'est difficile pour lui d'agir et facile pour moi de l'emmener au sol. Ça va? On ne l'emmène pas au sol s'il n'est pas bien écrasé. Autre chose, par exemple. Alors là, comme... Vas-y. J'ai même pas besoin de faire ça parce qu'il a été gentil avec moi. Il n'a pas été très vite. Ça, c'est pour la route. Alors, sinon, comme il a... Vas-y. Là, il n'y a plus besoin. Par contre, si jamais... Ouais, tu vas plus vite. Vas-y. Là, c'est fini. C'est le principal. Boum. Et ensuite, j'ai la clé. Le coude vers le bas. Pam, pam. C'est intéressant. Et après, je casse tout ce que je peux. Seulement si c'est nécessaire. Si lui crie forfait et que vous pensez que psychologiquement, il a accepté de ne plus continuer ça, naturellement, on le lâche. C'est la parenthèse indispensable. Merci. On reprend nos habitudes exactement comme si on refaisait nos gammes sur un piano, c'est-à-dire gentiment, lentement. 1, 2, 3, 4. Autre chose. 1, 2, 3, 4. Autre chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boum, boum, par exemple. Autre chose. Autre chose.
Là, il y a de la place. J'y vais. J'y vais. Hop. S'il enlève sa tête, tant mieux. 1, 2, 3, 4. Il a retiré ses mains, tant mieux. Des fois, il faudra qu'il ne retire pas ses mains. Merci. Ce qui serait bien, c'est que vous travaillez avec un partenaire que vous mettrez en confiance. Vous travaillez lentement. Vous revoyez si techniquement tout ce que vous faites c'est bien. Forcément, il y aura des petites choses à recorriger que vous corrigerez de vous-même et avec l'aide de Michael. Et petit à petit, vous retravaillez tout de plus en plus vite, mais toujours aussi tranquillement. Ça va? Jusqu'à ce que, peut-être pendant la dernière minute, vous travaillez très vite si vous arrivez à bien vous entendre avec votre partenaire. D'une part, pour ne pas le blesser, le plus important c'est ça. Et d'autre part, pour que vous puissiez jaillir sans vous crisper. Ok? À vous. Merci. Alors si quelqu'un dit qu'il y a une différence dans la façon de se défendre, c'est quelqu'un qui prépare son coup pour essayer d'avoir un peu plus de monde chez les femmes. Mais en fait, il n'y a pas de différence. La parade, le compte, ça sera la même chose. Ça sera plus difficile, il ne faut pas se cacher la tête dans le sable pour une femme, du fait de la différence de gabarit et souvent de la différence de tonicité. Bien que depuis quelques années, nous ayons eu la bonne surprise de constater que aujourd'hui, avec les compétitions de boxe pied-point, avec les compétitions de boxe anglaise et de MMA, les femmes pouvaient arriver, et puis bien sûr en athlétisme depuis très longtemps, à un niveau de tonicité remarquable et insoupçonnable jusqu'à relativement récemment. Donc ça c'est bien. On sait que la tonicité peut être bonne et certainement encore améliorée. Mais il y a quand même cette différence de poids, de puissance musculaire qui fait partie de... Il ne faut pas se cacher, et en ne se cachant pas, c'est là qu'on arrivera à faire que les femmes progresseront mieux. Sinon, ça sera occulter un souci qu'elles auront. Maintenant, une femme, elle va se concentrer sur ses points forts, c'est-à-dire d'autres points forts, c'est-à-dire le meilleur timing, c'est-à-dire la meilleure technique. Les femmes, à l'école, sont en général meilleures que nous. Elles sont plus appliquées, plus consciencieuses, plus responsables. Ces 3 points qui peuvent les aider largement à s'améliorer. Elles sont souvent plus sérieuses que nous au cours. Et donc, elles vont mieux intégrer bien souvent les cours et la connaissance. On le voit. Elles ont peur de se tromper. Elles ne veulent pas se tromper. Alors que nous, on se trompe, on s'en fiche. Après, on raccorde un petit peu. Puis donc, ça, c'est un point positif pour elles. Voilà. Mais il y a ce déficit de force qu'il faut prendre en compte. Allez, sors avec ta hanche, lève-toi. Allez, des gauches. Donne des gauches, reste en place. Pense à tes gauches, pas bien. Pas maintenant, quand il vient. Stop! Je peux pas manger ce matin, je savais pas qu'il y avait un combat. Eh ben non, t'as encore 2 minutes, alors tu vas faire s'il te plaît, tu vas te remettre dedans. Et surtout, n'essaie pas de rentrer avec tes droites. Il faut, donne des gauches. Au moment où il avance, déplacer un tout petit peu.
si il avance et que tu te déplaces un tout petit peu sur la gauche ou sur la droite, tu seras exactement là où il est, d'accord? Mais reste bien en garde, reste uni. Aussi, calme-toi même en allant vite. Ouais. Ça va? Ça va? Ok. Alors je te conseille pas parce que tu m'as mesuré un peu. C'est parti? Ok. Okay. Go! Reste pas là, reste pas là. Remets pas ta main en avant, Thomas. Non, trop de droite, regarde. C'est des gauches. Petit déplacement, Stop! Okay. Go! Przemek zostało. Déplace tes hanches. Déplace tes hanches. Ne reste pas fixe au sol. C'est bien. Okay. Continue encore un petit peu. Je me nique la nuque là, non? Un peu de mes doigts dans les yeux. Je me mets dans la nuque, hein? Ouais, mais c'est peut-être pas suffisamment l'écart. Reste en garde. Reste en garde. Tes mains sont levées. Ne travaille pas avec la rage. Ne travaille pas avec la rage, Thomas. Travaille avec décontracté. Tu tapes fort et tu te décontractes. C'est bien. Stop! Stop! C'était cool, décontracte, c'est comme ça que c'est plus efficace. Hein. C'est comme ça que c'est plus efficace. Il faut mettre ses émotions à plat entre parenthèses. On est là, bon, on a un inconvénient, on s'est fait engueuler par sa famille, on a son fils qui va pas bien, on est tous préparés, on y va. Et puis en fait, tu seras jamais aussi efficace que si tu mets de côté tout ça. Ouais. Zut, j'ai pas mangé ce matin, je m'y attendais pas. Des fois, on se prépare, et on se prépare, on est moins prêt parce qu'on a trop mis la pression. Voilà. Et bon, lui, il avait 10 kg de plus, un gros avantage. Tu as surmonté ça, tu t'es dit avec des combats. Non, mais j'avais pas peur, mais vous avez raison. Et puis à un moment donné, tu t'es mis un peu dans la rage. Ouais, j'aurais pu lui faire mal comme ça, on s'en fiche de ça. D'accord. Il perdu. Les émotions froides. Thank you. You understand what I said? Not so much. Not so much. Okay. Your fight was good because it was without emotion. It was very okay, very relaxed, and your mind was relaxed too. So it was okay for you, no stress, and good function. I try to have fun. Merci à vous deux. Merci les chats. Et les émotions froides, j'y pense souvent. Si vous avez eu l'impression de l'inverse, je vais travailler ça. Oui, parce que tu seras encore meilleur. Ouais. Et puis surtout, alors attention, tu es droite. Tu es droitier, tu mises sur ta droite. Non. Tu es droitier, tu construis ta gauche. D'accord. Parce que si tu ne mises que sur ta droite, tu vas travailler avec 50% de tes moyens. Ouais. Et la gauche, les gens, les droitiers, il y a des droitiers qui en combat sont devenus tellement avec la gauche que c'est devenu leur arme principale. Elle est plus proche de lui. Et en même temps, tu restes en garde, c'est-à-dire que tu prends moins de coups. Et boum, il y a le trou qui arrive, paf, à droite, et tu peux enchaîner sur autre chose et revenir en garde. Parce que là, tu te désilis, du coup, tu as pris des coups. Ouais. Et puis lui, il était bien, il était tranquille. Mais en avançant, je les ai pris, ça amortissait quand même.
Ouais, mais bon... Non, ça marche pas. En avançant, si Ok. tu les prends, c'est un contre. C'est-à-dire ça peut être ta vitesse plus la sienne. Ouais. Qui veut dire que ça peut être pire. D'accord, donc vous me dites que je travaille à distance. Il faut que tu construises ton compte. Ok, je bosse Voilà. ça. C'était bien. En tout cas, le courage y était, c'est le principal. Mais après, il faut Trop d'émotions. la tranquillité, être relax. Ça ne veut pas dire ne pas être rapide. On apprend beaucoup de choses dans les combats parce qu'on apprend beaucoup sur soi. On sait que si on veut faire un combat bien, il faut être tranquille. Mais quand on se dit il faut être tranquille, ça veut dire qu'en général, on s'imagine que il faut tranquille, c'est aller lentement, c'est être complètement ramolli. En fait, non, tranquille, ça veut dire être suffisamment tranquille pour ne pas être parasité par des émotions qui vont être négatives et ne vont faire que nous gêner. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La neutralité des émotions va nous permettre d'être complètement à ce qu'on fait et donc être au 100% de nos possibilités du moment à ce que nous faisons et développer tout notre arsenal technique plus facilement. Sinon, on est parasité par la peur, par la colère, par la rage, parfois par un mélange de tout et du coup on va moins bien et on s'épuise plus vite.